bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast numéro 25. Je suis Guillaume, présentateur du podcast et chroniqueur pour la chaîne David Fan France. Et je suis de retour pour ce podcast. Chiffreront évidemment le main event. Je suis de retour et j'ai été absent 2 semaines, au bac oblige. Mais je suis de retour et ce soir pour m'accompagner, comme d'habitude, il y aura Louis. Bonsoir Louis. Bonjour à tous, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je suis vraiment content d'être ici ce soir. Et on a un programme bien chargé, donc ça va être cool. Notamment ta chronique que j'ai hâte d'entendre d'ailleurs. Merci. Et aussi, comme d'habitude, Melvin, bonsoir. Salut Guillaume, salut à tous, salut et j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée pour ce petit podcast numéro 25, ça se fait. Et aussi accompagné d'Axel. Bonsoir à tous, bonsoir Melvin, bonsoir Louis, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Salut. Ce soir pour ce podcast numéro 25, on commencera comme d'habitude avec les news. On reviendra aussi sur la grosse news de cette semaine avec Brock Lesnar qui rejoint l'UFC pour un match. Juste avant SummerSlam, donc très grosse news cette semaine, on va en parler dans quelques minutes. On reviendra très rapidement avec lui sur Takeover The End. Melvin et Axel ont déjà exprimé leur avis dans le Weekly Wrestling Review. Donc, c'est pas le nom de l'émission, mais on t'en veut pas. Rewind, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais c'est perturbant aussi votre. Et donc on en parlera rapidement avec lui. On enchaînera ensuite sur le débat historique de cette semaine qui est la WWE est-elle connue grâce à son catch, grâce à son divertissement. Il y a vraiment deux classes à WWE, vraiment le catch et le côté vraiment scénario de divertissement. On va essayer de débattre et de savoir pour quelles raisons la WWE est en avance sur tout le monde à ce niveau-là. Puis nous donnerons notre top 5 de nos meilleurs matchs Money in the Bank. Et on finira avec questions des fans avant de laisser la parole à Louis pour sa chronique sur Bray Wyatt, qui est un personnage ésotérique de la WWE. Donc assez gros programme pour ce podcast numéro 25. Et puis on va commencer directement avec les news. Donc cette semaine les news, on a pu assez pauvre en news cette semaine et on a quand même pu trouver une news sur un blessé de la WWE qui est Luke Harper, qui a été blessé je crois fin février début mars me semble-t-il, blessure du genou et on va pouvoir le retrouver d'ici quelques mois dans un film nommé Mohawk, qui n'est pas un film d'ABW Studios comme on a l'habitude de voir les catcheurs. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez justement de retrouver Luke Harper qui ne sera pas à la WWE? Il n'est pas viré, hein. C'est juste qu'il va bientôt tourner dans le film, donc peut-être un retour proche. Qu'en pensez-vous? Vas-y, Louis. Alors moi pour le cas d'Harper, le retour proche ou tout ça, je sais pas, ça c'est honnêtement je n'ai pas une connaissance de son état actuel, mais je trouve ça quand même cool qu'il trouve un moyen de s'occuper pendant sa blessure, malgré apparemment quand j'ai vu dans la news que les catcheurs de mid-carder auraient un certain stress de se faire licencier quand ils sont blessés. Donc, en tout cas, j'espère que ça lui arrivera pas et j'espère qu'au moins qu'on le reverra vraiment très prochainement parce que c'est un catcheur qui manque honnêtement, pour moi en tout cas. Et j'espère qu'on le reverra, qu'il soit avec Bray Wyatt ou pas. En tout cas, moi, j'espère qu'on le reverra. Voilà. Melvin. Bah ouais, même avis que Louis, après moi je suis content qu'il fasse un petit film, ça pourrait être très marrant de le voir surtout dans un autre rôle, parce que c'est quand même très particulier pour un personnage comme celui de Luke Harper de jouer un rôle au cinéma, après même si je pense qu'il sera très ressemblant. J'ai regardé un petit peu du coup le synopsis du truc, ça a l'air plutôt intéressant, même si je pense pas que ça va être le meilleur film de tous les temps. Mais ouais, ça peut être marrant, et puis c'est toujours marrant de voir un catcheur à la télévision. Axel. Bah alors moi justement je suis assez surpris de cette news parce que je trouve ça très rare que l'on voit des superstars tourner des films hors WWE Studio.
Et justement, il me semblait qu'ils avaient genre des contrats d'exclusivité où ils pouvaient pas aller travailler pour d'autres entreprises, etc. Donc je trouve ça assez surprenant, moi perso. Vous êtes pas du même avis? Bah, après, je sais pas, peut-être que lui n'en a pas, ou peut-être que oui, justement, il a peut-être pris un risque, qui sait. Ouais, justement, je trouve ça vraiment étrange que la WWE l'autorise à aller tourner un film comme ça, à s'absenter. Après, il est blessé, autant qu'il s'occupe un petit peu. Hmm. Et Ouais, mais justement, la peut-être double s'en que fout de ça. le fait que justement qu'il soit blessé et qu'il tourne un film, ça veut peut-être dire qu'il commence à vraiment se remettre sur pied. Donc, peut-être un possible retour Ou, ou qu'il joue un personnage qui boite. Oh. Bah, aussi. C'est parfaitement probable, hein, il joue quand même Genre, dans ça un sera film un d'horreur. unijambiste. Non, mais vous êtes Ah oui. incroyable. Unijambiste barbu. Bah, Bon, allez. il joue dans un film d'horreur. Ouais, Ça y est, on crée le personnage de Luke Harper dans son prochain film c'est d'horreur. ça, c'est Mais ça. Melvin, tu disais que Oui. le personnage n'avait pas un rôle hyper important quand tu nous Non, l'avais c'est dit un. avant. Oui. Et bah justement, ça peut peut-être dire que bah il sera de retour très prochainement parce que il joue dans un film et le rôle n'est pas. C'est-à-dire que comme c'est un rôle pas très important, c'est-à-dire que c'est-à-dire que son retour peut être tout à fait proche. Bah, en soi, c'est pas le rôle principal. Le rôle principal est tenu par une dame. Après, j'ai pas plus d'informations sur le fait si c'est un rôle secondaire ou pas, mais je pense qu'il va avoir vraiment un rôle de troisième rôle, quoi. Après, ce que je veux Avoir- dire, c'est que si, pardon, excuse-moi. T'inquiète, vas-y, vas-y. Si ce que je veux dire, c'est que si c'est un rôle assez long, c'est-à-dire que si c'est un rôle Mhm. important, c'est-à-dire que son retour n'est pas proche. C'est ce que je veux dire par là. D'accord. Oui, oui, parce qu'en effet, pour un film du genre, ça prendra au moins 3 mois à tourner. Mais dans tous les cas, je pense qu'il a vraiment un tout petit rôle, qui a juste joué un petit méchant qu'on va un petit peu voir, et qu'il va pas tarder à revenir, en effet. Et dans tous les cas, je pense qu'il va revenir dans les mêmes temps que Bray Wyatt. Peut-être peut-être qu'ils reviendront ensemble et finir ce face turn qui s'est commencé. On va continuer avec une autre blessure qui est celle d'une superstar d'NXT. Peut-être que vous la connaissez. C'est Elias Samson qui avait fait ses débuts à NXT. Je crois que c'est London. Il avait fait ses débuts contre Paul Dempsey et il avait reçu un léger push jusque dans. Il a fait un ou deux main events, notamment contre Shinsuke récemment, et qui vient de se blesser à la cheville. Je crois qu'il a une cheville fracturée, me semble-t-il. Donc une blessure de plus à rajouter à la liste. Qu'est-ce que vous en pensez, Axel? Alors moi je veux pas paraître méchant ou quoi, j'ai rien contre lui, mais je pense qu'il va clairement pas manquer aux fans de la NXT. Il est vraiment pas apprécié pour son in-ring, même du côté des Smart, on en a d'ailleurs parlé dans le Weekly Wrestling Rewind la semaine dernière. Elias Samson, voilà, que pour les Smart ou les marques, il n'est pas apprécié. Pour son niveau in-ring qui est un peu faible, pour son personnage également qui est un peu plat, voilà. Donc clairement, je pense que bah, malheureusement pour lui, sa blessure ne va pas se faire remarquer puisqu'il ne va pas manquer à beaucoup de personnes. Sans méchanceté, bien sûr. Melvin? Une chose à dire, c'est génial. Oh, il avait prévu le coup, Ah bravo! putain, Oh là là. l'ukulélé sous le coude. Et c'est la Non, 25e édition. ça se fait. Ça se fait, voilà. Et Louis? Bah moi je suis du même avis d'Axel. En fait on s'en fout carrément de Melvin de son avis. Il a juste fait son ukulélé et on l'a pas demandé son avis. Non mais moi honnêtement je suis du même avis. Hein. Honnêtement ça a vraiment pas manqué. C'est pas un catcheur qu'on voit beaucoup et c'est pas un catcheur très intéressant non plus. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas un catcheur qui a un in-ring très marquant et puis Ouais, nul. son gimmick, ouais, enfin, pour pas dire qu'il est nul, voilà. Mais Oui. son gimmick n'est pas terrible. Il est pas, c'est pas quelqu'un à qui on s'attache et non, honnêtement, je pense pas qu'il va manquer. Personnellement, j'ai jamais regardé un seul de ses matchs sauf celui contre Shinsuke parce que c'est un personnage que je supporte pas à NXT. Et c'est un des rares, un des, une des rares personnes auxquelles je saute ses matchs à NXT. Mais on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Oui, Non. toujours. Oh Frappez oui. bien, Et il est frappez toujours bien là ma pour faire cheville. chier celui-là. Ah, Il jouera peut-être dans le film d'horreur avec Luke Harper. Hein. ouais, il fera celui. Bah, il boitera Non, aussi. il fera le numéro 2, C'est l'unique pas chance. possible. Oui il fera la femme aussi. Le love interest de Luke Harper.
Ce serait beau. Oh. Deux barbus qui s'aiment. Putain, on s'écarte vachement du sujet quand Ouais, même. c'est ça. Et Euh, là, on est qu'au podcast 25. Hein. J'imagine à la 100e édition comment vous serez. Oh là là, allez, allez, ça continue. non, non. Olé! Et donc pour continuer sur les news, pour revenir aussi sur la Variant Extension, qui est donc le gros débat de ces temps-ci, la chaîne qui diffuse SmackDown aux États-Unis voudrait voir SmackDown durer aussi longtemps que Raw, donc un show de 3 heures au lieu de 2. La WWE a aussi évoqué le fait qu'à partir de cet été, les pay-per-views seraient possiblement plus longs. On ne sait pas combien de temps, peut-être une demi-heure, peut-être un show de 4 heures comme ils ont fait pour SummerSlam l'année dernière ou pour tous les WrestleMania. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça serait une bonne idée ou est-ce que ce serait un peu trop lourd justement d'avoir minimum 6 heures de catch chaque semaine à regarder si on regarde pas NXT et tout ça à côté? Melvin? Plus de publicité! Plus d'argent! Ouais! Non, ouais, bah, moi je trouve ça bien. Après, c'est US Network, enfin, US Network. Je sais plus le nom de la chaîne en soi, c'est USA USA. Network. Ouais, USA Network. Moi, je trouve ça bien parce que depuis que la chaîne a repris SmackDown, ils font du très bon boulot. Ils ont fait vraiment des spots sympas, des main events beaucoup plus intéressants. Et c'est eux qui sont à l'origine de la draft aussi. Et franchement, si en plus on peut avoir un SmackDown de 3 heures, surtout que SmackDown aura bien évidemment son show unique, ça me paraîtrait parfaitement cohérent et que c'est bien. Après, comme je le disais, oui, il y aura malheureusement plus de pubs, ce qui sera bien plus chiant quand on regarde en live, mais ça sera tout aussi appréciable et j'espère qu'aussi que la chaîne française AB1 et RTL9 réussiront à gérer le fait qu'il faudra aussi trouver comment gérer SmackDown maintenant. Moi, je suis pas d'accord avec toi, moi. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, ce sera l'heure de trop. Certes, ça rapporte plus d'argent, donc évidemment, pour eux, Oui, c'est très intéressant. Là, on rajoute des oui. pubs, et comme tu l'as dit, côté argent, c'est très bénéfique. Mais alors, pour nous, les fans, déjà que je suis très curieux de voir comment ils vont nous mettre les Raw chaque semaine de 3 heures avec la moitié du roster. Alors là, s'ils nous font pareil avec SmackDown, je crains vraiment la qualité des shows. Hein. Remplir 3 Après, heures de show avec la moitié du roster, ça va être très compliqué. Ils vont peut-être le faire, bien sûr, mais est-ce que la qualité du show va suivre? Ça, c'est une autre histoire. Et personnellement aussi, en tant que fan, déjà avoir un show de 3 heures à regarder, c'est extrêmement long. En avoir deux de 3 heures, c'est encore beaucoup plus long. Alors là, ouais, comme l'a dit Guillaume, ça va nous faire vraiment une grosse dose de catch à regarder par semaine. Je sais que c'est l'objectif, ils veulent toujours nous en faire bouffer plus, plus, plus. Mais au bout d'un moment, voilà, ça devient trop. Et en plus, les pay-per-view, encore qu'ils fassent ça, qu'ils allongent le temps des pay-per-view pour les Big Four par exemple. Pourquoi pas? Mais tous les pay-per-view, ça me semble encore une fois vraiment beaucoup trop. Vouloir proposer beaucoup beaucoup de contenu, c'est une bonne chose, mais il faut aussi que la qualité suive. Et là, j'ai vraiment un doute là-dessus. Alors en fait, moi je suis plutôt un avis de tous les deux parce que c'est à la fois, oui, on va bouffer trop de catch, mais à la fois, si on regarde objectivement, Raw a 3 heures, parce qu'ils ont rajouté 3 heures. Et c'est sûr que un mois après, enlever une heure, ce sera un peu bizarre. Les gens vont se dire qu'est-ce qu'ils foutent à Raw. Et le problème, c'est que ils laissent 3 heures à Raw et qu'ils laissent 2 heures à SmackDown, les gens ils vont se dire ah ouais, mais SmackDown, en fait, c'est un moins important que Raw. Et je pense pas que la WWE, avec la Brand Extension, veut faire montrer ça. Et s'ils rajouteraient l'heure, en fait, c'est surtout, je pense, pour que SmackDown ait autant d'importance que Raw. C'est comme ça que je vois la chose, moi. Bah, Personnellement, je vais rejoindre. euh, Oui, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, Guillaume, t'as pas parlé. J'allais dire que j'allais te rejoindre Axel parce que beaucoup de fans se plaignent sur Internet justement parce que 3 heures c'est beaucoup trop long en fait. Et même moi, avant je regardais Raw chaque semaine de bout en bout. Maintenant je saute les passages entre les matchs. Même les matchs parfois je les saute parce que le fait qu'il y ait 3 heures justement, ça enlève du dynamisme au show. Avant on avait réellement, ok, on a 2 heures de show à faire. D'accord, on a trois storylines, trois ou quatre storylines, on peut combler facilement. Maintenant, on sent vraiment maintenant qu'il y a 3 heures de show, ils essayent vraiment de combler les trous avec ce qu'ils ont. Genre, ils envoient des jobbers se faillent l'un contre l'autre juste pour dire, ok, en attendant à aller pisser, les mecs, on a 3 heures de show à remplir. Et c'est vraiment ce qui enlève de sa qualité à Raw en ce moment. Et même si je comprends le fait qu'ils veulent rajouter une heure de plus à SmackDown, parce que du coup, ça ferait vraiment l'égalité entre Raw et SmackDown. Pour moi, c'est pas le bon choix. Parce que, au contraire, il faudrait enlever une heure à Raw. Comme l'a dit Axel,
déjà 3 heures avec le roster qu'ils ont, ils ont du mal. Alors 3 heures pour 2 shows avec un roster diminué, ça serait absolument atroce. On se taperait des replays à gauche, à droite, on se taperait des matchs de 5 minutes avec des segments de 40 minutes entre chaque. Ça serait infâme et je pense que ça enlèverait énormément de qualité au show. Et pour les pay-per-view, je suis du même avis. Les pay-per-view, c'est même pire parce qu'il y a beaucoup moins de blabla. C'est vraiment plus des matchs de catch et pay-per-view. Et donc, le fait de les faire durer 4 heures, déjà, quand on regarde un WrestleMania, on sent que c'est spécial parce qu'il y a 1 heure de plus. Mais derrière, on se tape quand même 4 heures de catch et c'est pas forcément des bonnes heures de catch. Et ça peut très rapidement faire une overdose quand on a 6 voire je crois que c'est 8 heures de catch si on regarde Superstars et Main Event dans la semaine. Ça fait énormément de catch à digérer chaque semaine et je pense que c'est une très mauvaise décision. Mais c'est plus cohérent quand même temps, le pay-per-view dure plus longtemps, parce que même chose, tout ça c'est par rapport à la draft, et que si ça se fait, c'est surtout parce que maintenant on va voir, déjà avec tout ce qui se passe, je considère qu'il y a que Raw en vrai maintenant, avec 3 heures de Raw, on a de quoi combler 3 heures de show. On a de quoi combler 3 heures de pay-per-view. Alors maintenant, même si c'est 2 heures de Raw, 2 heures de SmackDown, il y aura forcément besoin de plus, parce qu'il y aura beaucoup plus de matchs, il y aura beaucoup plus de choses à faire. Donc c'est normal que le show dure longtemps. Après, c'est sûr qu'il y a, ça va être trop long. Mais dans tous les cas, c'est à peu près cohérent. Et même pour revenir à ce que disait Axel, oui, le roster déjà ne va pas être tout à fait divisé parce il y a de nombreux superstars de la NXT qui vont partir dans le main roster, qui vont se partager un peu le main roster. Et que aussi derrière, il y a énormément de gens qu'on ne voit pas, qu'on pourra voir davantage. Notamment comme Guillaume disait, ouais, mais après on fait un combat de roster de jobber dont on n'a rien à faire. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, des gars, on n'est pas obligé de voir que des matchs et que les rivalités qu'on est obligé de se taper tout le temps. C'est que des fois, bah, c'est un petit gars que tu vois, que t'aimes bien voir de temps en temps, mais qui fait pas grand-chose, qui n'est pas dans une grosse rivalité, bah, tu peux quand même le voir faire des combats comme ça juste pour le plaisir, au début de Raw et tout, et c'est plaisant. C'est que moi, justement, j'aime bien, c'est comment ça fait participer à un maximum de rosters que tu ne les retrouves pas forcément seulement faire des émissions sur YouTube ou Internet. Ouais, mais les matchs derrière sont pas forcément bons, c'est ça le problème aussi. Non, Alors alors, forcément qu'ils sont pas tellement énormes, ce ne sont pas non plus des Nakamura ou tout autre style de catcheur. non, puis même, moi, il y a un point où je rejoins pas Guillaume, c'est sur ce qu'il a dit tout à l'heure à propos des derniers épisodes de Raw. Moi, je trouve justement, on en a déjà parlé également avec Melvin, que depuis les WrestleMania, tous les épisodes de Raw et les 3 heures intégralement ont été très bonnes, je trouve. Moi, j'avais Mm. pas été déçu depuis WrestleMania. C'est vraiment la première fois depuis longtemps où bah, quand je regarde Raw en entier toutes les semaines, et voilà, je passe un bon moment devant le show, il n'y a pas un moment où je m'ennuie, quoi. Ouais, mais là le problème c'est qu'ils vont perdre énormément de rosters, ils vont perdre des Ah oui, là, je suis rivalités et d'accord. que derrière ça va être dur à combler. Si ça se trouve, la WWE veut nous faire adopter un peu le truc pour les nuls, là, le livre pour les nuls, où genre tu dois piocher en quelque sorte ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. C'est possible aussi qu'ils veulent nous faire ce truc comme ça. Mais sinon pour les pay-per-view, ça peut être une bonne chose s'ils le font bien. Mais garder le format très bien aussi parce que il y aurait derrière il y aurait vraiment une compétition à Raw et à SmackDown parce que chacun se donnerait absolument à fond pour apparaître dans les pay-per-view. Si on garde un format de 3 heures, il y aurait pas assez de place pour mettre tout le monde. Et du coup, on aurait vraiment cette impression que ils se donnent à fond et ce serait pas seulement, ok, toi et moi, on se déteste, pourquoi on est des jobbers qui n'ont pas apparu à la WWE depuis 2 ans, au match dans le kick-off de Money in the Bank ou Battleground. Ça a plus trop de signification maintenant un pay-per-view, alors que si on revient à 2 ressorts différents, maintenant ça pourrait être réellement un rôle, enfin, ça pourrait être un objectif de faire, d'accord, je vais apparaître dans le plus de pay-per-view possible parce que c'est là où tout le monde regarde. C'est quelque chose de très important un pay-per-view. Et ces derniers temps, ces dernières années, on a eu l'impression vraiment que la pay-per-view, c'est un show comme un autre, qui, surtout avec maintenant un Raw qui dure 2 heures, les pay-per-view, ça dure, avec les Raw qui durent 3 heures, les pay-per-view, ça dure 3 heures aussi. Et donc, on a eu cette impression de show unique, Mais il n'y a pas autant de pubs à un pay-per-view. c'est sûr. Bah ça Mais change tout, parce que dans les 3 heures de Raw, je sais pas, mais ils t'en font bouffer hein, de la pub, alors que... Mais en même temps, les pay-per-view, c'est plus justement payant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de pubs. C'est que c'est payant. Mais c'est intéressant. C'est même pas qu'il y en a beaucoup moins, c'est qu'il y en a pas du tout. Oui, il y en a même pas du tout. non, mais quand on regarde les stats de Raw, genre, j'avais vu le stat du dernier Raw, il y avait 58 minutes, non, 52 minutes de pub et
48 minutes de catch, je crois. Ouais, mais là, honnêtement, c'est là où je vois pas pourquoi ils ont mis 3 heures. Parce que c'est inutile de faire des trucs comme ça pour avoir une pub pendant 1 heure, quoi. C'est inutile. De l'argent? Après, oui, oui, après, voilà, le seul truc, c'est l'argent, l'argent. Mais là, par contre, je trouve ça un peu. C'est ce qu'ils veulent nous faire aussi un peu avec SmackDown. Mais bon, je rejoins l'avis que je disais tout à l'heure. Que, voilà, ils peuvent pas laisser 2 heures à SmackDown et 3 heures à Raw s'ils veulent mettre deux shows égaux. C'est ce que je veux dire par là. Ils peuvent pas laisser les 2 heures à SmackDown. Ils sont obligés de rajouter 1 heure pour montrer que ça soit un show autant important que Raw, quoi. Je pense qu'on La, a fait le tour. la morale dans tout ça, c'est qu'il faut quand même arrêter de se plaindre des pubs à la télévision française. Parce Ouais. qu'il y a vraiment pire Putain, que nous. je sais pas, ceux qui écoutent ce podcast, Excepté TF1. Raw en live, mais c'est vraiment infâme parce qu'on se tape un bon match, puis au bout de 3 minutes dans le match, il y a une pub qui dure 5 minutes et c'est vraiment infâme. Ne jamais regarder Raw Surtout que en c'est en live, direct. c'est une règle. Oh non, Ouais, regardez Euro sur AB1 ou RTL 9. voilà. Très Mais bien. déjà, moi, je me souviens que quand j'étais aux États-Unis, j'avais regardé un Raw en direct. Ça date de 2012, hein. Et il y avait beaucoup moins de pubs, hein. Honnêtement, les pubs étaient beaucoup moins récurrentes. Et même sur la chaîne française, je crois que t'as 2 pubs par show. Ouais. T'as 2 pubs grand max par show. Et les commentateurs sont très très bien. J'ai envie de les soutenir. Ah oui, les commentateurs sont beaucoup mieux. Je trouve même qu'ils sont mieux que ceux des États-Unis, mais c'est pas vraiment le débat. Je pense qu'on peut avancer. Ouais, ouais, t'inquiète. Donc, on va passer maintenant à une news un peu plus importante. Il y a eu énormément de rumeurs. C'est quelque chose que les fans veulent voir depuis des années maintenant. C'est à propos de Jeff Hardy, qui a fait une interview récemment et qui a évoqué la possibilité que il retournerait à la WWE un jour, que peut-être à la fin de son contrat à la TNA. C'est des rumeurs qui traînent depuis très longtemps. C'est quelque chose que les fans veulent voir. À chaque live, limite, on a un message qui dit c'est quand le retour de Jeff Hardy. Bon, il y a des trolls dans le tas, mais il y a des gens qui veulent vraiment voir son retour à la WWE. Donc j'aimerais savoir vos avis sur cette interview et sur cette news de Jeff Hardy. Louis. Alors, honnêtement, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en penser. Déjà, son contrat à la TNA, il s'arrête en 2017, d'après mes collègues. Et, euh, Et voilà, donc honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Je sais même pas. Voilà, c'est une rumeur. Après, ça a été sur une interview, donc tout reste à voir comment ça va être pris, comment et tout ça. Mais voilà, moi honnêtement, je préfère pas trop m'emballer pour des trucs comme ça, même si tout est possible hein, après. Mais je préfère pas m'emballer pour des news comme ça. Melvin. Oui, donc comme disait Louis, c'est pas vraiment une rumeur, c'est surtout en fait construit sur une interview c'était sur Woo Nation, un truc de Ric Flair. Et pour préciser du coup un peu ce qui s'est passé dans l'interview, c'est qu'en fait, Jeff Hardy précisait tout d'abord qu'il y avait 2 choses qu'il voulait faire à la qu'il voulait absolument faire à la WWE. La première, c'est un Hell in a Cell match. Et la deuxième, c'est faire un main event de WrestleMania. Et pour moi, les deux sont probables. Et du coup, c'était vraiment les 2 raisons pour lesquelles il le faisait. Après, c'est sûr qu'il y a son contrat aussi qui se termine bientôt, mais il y a une histoire, c'est que forcément, il y a aussi des chances, il est pas vraiment chaud pour y aller sans Matt Hardy. Et que c'est pas forcément maintenant qu'il va s'y mettre, que de toute façon sa carrière est encore loin d'être terminée et qu'il le fera sûrement dès que possible. Après, si oui ou non il aura un truc, je sais pas. Axel. Alors, comme l'ont déjà dit mes deux compères, c'est vrai que c'est assez difficile de juger ce genre de news. Parce que déjà, celle-ci, ça fait des années qu'on la voit et que bah, au final, on en rigole maintenant parce que ça n'arrive jamais. Mais moi, je dis pas que j'ai envie d'y croire pour celle-ci, mais en tout cas, pour un retour prochain de Jeff Hardy, moi j'y crois. Il reviendra très certainement un jour à la WWE. Je pense que la WWE, même si elle est à la base à l'origine du départ de Jeff Hardy, va tout de même lui réouvrir ses portes pour un retour dans les années à venir. Parce que je pense que mine de rien, si Jeff Hardy revenait, il y aurait une belle rentrée d'argent derrière. Donc bon, on sait qu'il ne crache pas là-dessus. Et quant à cette interview, la fin de contrat à la TNA, avec toutes les nombreuses stars de la TNA qui quittent la TNA pour justement rejoindre la WWE,
On se dit qu'au final, Jeff Hardy, il pourrait peut-être rejoindre ses anciens amis et rejoindre la WWE et laisser la TNA couler. Pourquoi pas? Encore une fois, on a vu cette rumeur énormément de fois. Donc est-ce que nous devons la croire? Moi, j'y crois pas. Pour cette fois-ci. Per- Personnellement, j'y crois. Je pense que un jour, il reviendra à WWE parce que il a toujours dit, je crois, en interview, c'est plusieurs années que je l'ai entendu dire ça, c'est que il est pas contre un retour à la WWE et qu'il finira sûrement sa carrière là-bas. J'avais vu ça dans une de ses interviews il y a quelques années, 2013, je crois, un truc dans le genre. Et donc j'y crois. Je pense que la WWE ne dirait pas non à un retour, même si il sera probablement très protégé parce que bah il a déjà eu des soucis avec WWE par le passé. Mais derrière, j'ai peur de son utilisation parce que il commence à se faire vieux, que ses dernières apparitions, bah, il a perdu énormément de crédibilité à la TNA, que même si les fans veulent le voir, l'avantage c'est que les fans ne regardent pas tous la TNA et qui savent pas ce qu'il y a fait, donc ça pourrait être, il y a toujours ne jamais dire jamais à la WWE, ça c'est une des phrases clés. Mais personnellement, j'y crois, et puis je serais quand même content de le revoir à la WWE. Ouais, il y aura le bon vieux Cena pour l'accueillir. Oh, putain. Ils se sont jamais croisés d'ailleurs sur un ring. Enfin, en tout cas, dans une belle rivalité, quoi. Pas dans une rivalité, en effet. C'est pour ça, c'est le moment. Non, 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 Parce non, que non, non, c'était non. deux top face en même temps. Mauvaise idée. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, c'est quand même une des superstars les plus populaires des années 2000. Hein. Mm. Mais justement, j'aimerais qu'ils profitent du mauvais point de la TNA, justement, pour en parler Axel, et ils en profitent pour le faire revenir, et pourquoi pas justement faire comme TNA l'ont fait, choquer le monde entier en le faisant en heel. Je pense que ça plaira un petit peu aux fans de se faire prendre par ça. Même si ça risque de faire énerver quelques personnes qui auraient préféré le voir face à son retour. Après, les mentalités ont changé. Je suis pas sûr qu'ils seraient aussi acclamés qu'à l'époque. Ah C'est quoi? si, 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 si. Le catch a beaucoup changé en quelques années, et je suis pas certain que soit accueilli, notamment avec la réputation qu'il a commencé à se faire sur notamment Internet ces dernières années. Je suis pas sûr qu'il soit si bien acclamé que ça. Ah, je suis pas d'accord. Ce sera toujours une pop pour Je les suis pas du tout marques. d'accord. Pour les marques, ce sera toujours une énorme pop, mais après pour les marques, je suis pas sûr que il soit si apprécié que ça. Oh, Donc, quand même. tu remplis une salle entière de Raw avec que des Smart. Tu mets la musique de Jeff Hardy qui est inattendue. Tu crois qu'ils vont tous le huer? Non, c'est sûr, mais sur le long terme, j'ai des doutes. Après, s'il arrive vraiment à régler ses problèmes à côté, je sais pas, je l'ai pas suivi depuis quelques C'est temps. en progression, C'est en progression. clairement. C'est s'il arrive à vraiment mettre de côté ses problèmes pour vraiment faire un bon run à 2-2 et que Vince qui fait confiance, j'ai aucun doute qu'il va devenir l'une des superstars les plus populaires en quelques mois. Mais à côté de ça, niveau in-ring, je sais pas ce qu'il donne, je sais pas s'il est toujours aussi athlétique qu'il a été par le passé et Bah, ce sera difficile pour lui de revenir. juste pour te dire, il y a de ça quelques semaines, juste, je sais pas, si c'était il y a un mois ou deux, il a sauté de je ne sais combien de mètres à travers une table sur Matardi. Ah oui, j'ai vu ce spot. Bon, Mais il a pas vraiment perdu sa fin. Oui. en attendant, une chose est sûre, c'est que s'il revient à la WWE, il ne peut pas avoir un pire booking qu'actuellement à la TNA, quoi. C'est pas possible. Hmm. Bah, c'est Ça, c'est Matardi qui est argué, le hein. pire dans l'histoire. Ouais, Hein. c'est pas tardi ouais, qui prend au chien. Euh, Non, 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 non. c'est Là, toute la il y a du rivalité. foutage de gueule, mais leur dernier segment qui est diffusé sur YouTube était magnifique. Un des meilleurs segments Très que j'ai joli. vu de catch. Bien Très beau sûr. Chez plan en Matt, drone. c'était magnifique. C'est là qu'on voit que la Bon. TNA est quand même très très mal. Oui, Ils achètent, au lieu d'avoir des hélicoptères, ils ont des drones. c'est déjà ça. Ils ont même des stagiaires caméramans, je crois. Ah oui, ah la tristesse. Je crois que tu vois, ça me donne envie de faire des chroniques sur le cinéma avec ça, tu vois. Ah. Donc, on va passer à la dernière news, je pense, qui a été donc la plus grosse news de la semaine, qui a été l'annonce de Brock Lesnar qui va faire son retour à l'UFC numéro 200,
où il va affronter Mark Hunt, qui est un Samoa. Je connais pas ses stats à l'UFC, ses victoires, ses défaites, mais apparemment c'est un adversaire assez coriace, d'après ce que j'ai entendu dire sur Internet. Et donc, je voulais savoir votre avis, et puis notamment l'implication que ça pourrait avoir à 2-2, et puis les possibles contrats qui pourraient s'en suivre. Vas-y, Axel. Euh, je sais pas trop quoi réellement penser de cette news. Je pense que. Après, je connais pas trop l'UFC moi, donc je connais pas non plus son adversaire, donc je sais pas si vraiment il va se faire démolir ou pas à UFC 200, ou est-ce il va s'en sortir un petit peu. Mais en tout cas, c'est clair que si vraiment il s'en prend plein la gueule, sa crédibilité à la WWE va clairement en prendre un coup, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le personnage le plus crédible actuellement à la fédération. Et non seulement sa crédibilité, mais également son match à SummerSlam, comment il va le vivre. Comme l'a dit Thibaut, je vais reprendre ses propos, hein, donc je n'ai aucune fierté à les dire puisque ça vient de lui. Mais c'est vrai que je pense que Lesnar va vraiment en avoir rien à foutre de son match à SummerSlam. Il va clairement plus se propulser dans ce match de l'UFC 200. Et non seulement en plus s'il perd ce match à l'UFC, SummerSlam, il va s'en battre littéralement les coucougnettes. Juste question, l'UFC 200, du coup, c'est avant ou après SummerSlam? C'est avant, je Avant. crois. Hmm. C'est avant? D'accord. Donc c'est vraiment un gros pari. Un pari risqué, ouais. Bah, vas-y, Melvin. Alors moi, l'UFC, je suis vraiment du coin de l'œil, hein. Je regarde de temps en temps. Je crois que j'avais regardé 98 dernièrement. Mais je connais pas très bien ce personnage, mais en tout cas, d'après ce que je vois par rapport au site et aux articles, Brock Lesnar a un peu les chances de se faire taper bien seulement la gueule. Après, comme disait Thibaut et Axel, c'est qu'il faut absolument qu'il le gagne, sinon il va perdre incroyablement de la crédibilité. Mais je pense quand même pas, parce que perdre un match UFC, c'est pas forcément perdre de la crédibilité, parce que ça en fout quand même bien la gueule. Si il perd de la crédibilité, c'est s'il perd de un ou deux rounds. Si vraiment il arrive à maintenir sa crédibilité, c'est si vraiment il arrive donc à l'UFC, hein, il faut tenir 5 rounds de 5 minutes pour après ça se termine par rapport pas au KO, mais du coup, je sais pas si c'est comme la boxe au nombre de coups ou juste par rapport au sang coulé. Il y a plusieurs critères, je crois, notamment la prise de Mais Louis. C'est l'air de... non, Louis. Bah, non, excusez-moi. J'étais en train de réfléchir justement sur le nombre de coups qu'il fallait pour l'UFC ou je sais pas. Enfin bref. Moi honnêtement, je rejoins l'avis de Melvin et surtout d'Axel, enfin de Thibaut du coup, que ouais c'est vrai que le match de SummerSlam il s'en battra les couilles s'il perd surtout à l'UFC devant. Et surtout que, bah, en plus, j'ai lu un peu plus de renseignements sur son adversaire à l'UFC et bah, c'est pas rigolo, quoi, ça c'est sûr. Moi, je vais regarder ce match à l'UFC. Je vais le regarder par curiosité et comme ça sera le premier match que je regarderai de Brock Lesnar à l'UFC, ce sera cool. Et voilà, en tout cas, moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer avec ça parce que voilà, ça peut vraiment avoir de l'influence sur suite à la WWE de Brock Lesnar, surtout après à SummerSlam. Moi, je dirais que c'est vraiment, c'est le sens propre du kit ou double. Si là il perd, il perdra énormément de crédibilité pour son futur à WWE. Je pense pas qu'il fera d'autres matchs à l'UFC. Tu sais que s'il gagne, mais la pop qu'il va avoir, parce que notamment, non seulement il passe pour une brute à l'UFC, mais à WWE, le crédit qu'il va avoir va être immense. Et pour son match à SummerSlam, c'est exactement pareil. C'est qui tout double. Soit il parie sur une grosse superstar parce qu'il pense et qu'il a suffisamment confiance en Lesnar pour dire qu'il va gagner à SummerSlam et qu'il va avoir suffisamment de pop pour arriver à son match à SummerSlam et lui mettre, par exemple, notamment dernière rumeur, Goldberg. Soit ils lui font pas vraiment confiance et lui mettent une autre superstar qui, s'il perd à la limite, il peut regagner un peu de crédibilité, mais s'il gagne, il peut quand même le démolir. C'est qui tout pour les deux parties parce que l'UFC c'est vraiment très c'est pas scénarisé, c'est vraiment c'est du combat libre, c'est tu sais tu te fais botter le fion, tu te fais botter le fion, point barre. Donc c'est vraiment très ça doit être très stressant pour Lesnar aussi. Ouais, mais au final, est-ce que ça serait pas aussi mal en fait qu'ils perdent face à alors je sais pas son nom, mais à cet adversaire
Parce que honnêtement, ça serait vraiment pas comme on sait que Brock Lesnar a été trop mis en avant à mon goût, au point de plus en savoir en bouquet, que c'est trop dur. Quand tu fais un mec imbattable, c'est vraiment dur. Et s'ils perdent, ça peut peut-être à la WWE ouvrir un champ un peu plus large au niveau du booking, à se dire, bah ouais, est-ce qu'on le remettait pas comme en 2000, pourquoi pas, ou même en 2013, où voilà, c'était quelqu'un de dangereux, mais c'était pas non plus considéré comme une grosse bête, voilà. Et ça serait honnêtement, ça peut être pas si mal. Après, c'est en fonction du caractère de Brock Lesnar, comment il va prendre tout ça. Et c'est vrai que ouais, sa pression doit être vraiment forte sur ses épaules là. Et je Après, crois au passage que c'est lui qui a choisi son adversaire pour ah UFC bon? 200. En plus. Donc on peut quand même le féliciter. Enfin, je crois, hein. Je crois que c'est Thibaut qui a dit ça. Moi, je sais pas, j'y connais vraiment rien en UFC, mais alors vraiment rien. Donc, UFC, il s'y connaît lui, donc oui, faudra voir ça avec lui, tiens, de ces quatre. En tout cas, bah, bonne chance, parce que ça va être un match, personnellement, que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. Pas pour l'UFC, mais vraiment pour bah, son futur à WWE. Parce que c'est du marche ou crève. Donc, ça peut Surtout le vraiment combat. déterminer son futur entier à la WWE. C'est très Non. couillu de faire Ça ça. va C'est très avoir couillu. Pas son aucune futur importance. entier. Non, 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 non. Ça peut énormément le C'est décrédibiliser. c'est la Ça carte à dépend. SummerSlam qui risque après. C'est surtout ça. Mais ça va pas non plus niquer sa carrière parce qu'il perd face à quelqu'un à l'UFC. Ça dépend s'il se fait vraiment éclater comme dans son premier match à Bah, l'UFC en pour moins il d'un sera pas round. Le éclaté. mec se Il fait sera pas éclater. éclaté. T'as pas J'aime vu bien son parce premier que... match à l'UFC? Le Oui, mec se mais fait Oui, c'était mais buter son c'était en son moins d'un premier premier round. match. match. Il sera pas éclaté. Je pense que les stars est vachement serein et c'est pas pour rien qu'il a choisi son adversaire aussi. Je pense qu'il, honnêtement, je le fais confiance, mais voilà, Brock Lesnar se faire éclater, je pense pas. Même si c'est un adversaire apparemment qui éclate aussi beaucoup de monde, bah là, écoute-moi, ils s'éclateront tous les deux, voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Ouais, mais au moins c'est un très très bon coup de marketing pour l'UFC. Très S'il très bien, ils ont sort très bien une fait. German suplex pendant son match, imaginez, putain, ce serait Oh mais magnifique. cette vieille hype quoi, c'est incroyable. Non, mais ce serait marrant en tout cas. Et Dans tous les cas, il va aucunement se faire crédibiliser. Vraiment, à moins s'il perd nullement, comme justement tu le disais sur son premier match, c'est compréhensible. Mais faut pas déconner. Même s'il arrive déjà à faire plus d'un round, c'est déjà très bien. Il se fera pas crédibiliser. Ce qui est le plus inquiétant, mais aussi le plus respectable, c'est qu'il fasse à la fois du coup son combat à l'UFC. Après, je sais pas combien de temps il y a entre l'UFC et SummerSlam, mais après enchaîner avec SummerSlam parce que se remettre des blessures du UFC, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. je pense qu'on a fait le tour aussi. On va avancer. On a mis Oui. quand même pas mal de temps pour les news, donc on va passer à la review rapide de NXT TakeOver The End. Vas-y. Alors, je vais faire un truc vraiment très bref, hein, voilà. Donc moi, honnêtement, j'ai adoré même ce takeover. Je trouvais que c'était vraiment un bon pay-per-view. Notamment le premier steel cage match de l'histoire que je trouve vraiment brillant, avec deux catcheurs, je sais plus qui c'est qui avait peur de ce match, mais en tout cas, moi je trouve que c'était vraiment bien. Moi j'ai bien aimé. Nakamura contre Austin Harris, qui était clairement une leçon de catch, comme Thibaut disait contre Sami Zayn, mais là par contre là je l'affirme. Et le match aussi des Women's que j'ai bien apprécié. Voilà, c'est tout, mais en tout cas j'en garde un bon souvenir de ce pay-per-view, comme d'hab. Je vais être un poil plus long, mais je vais revenir surtout sur trois matchs. Je vais commencer avec le Nakamura à Harris parce que félicitations à Austin Harris parce qu'il a fait taire les critiques après son match à TakeOver The End. Beaucoup ne croyaient pas en lui. Là, il a prouvé à quel point il était bon avec notamment Shinsuke. Derrière, je vais parler rapidement du main event parce que Steel Cage Match, le premier de l'histoire de NXT, pas très bon, j'ai trouvé, parce que vraiment, on a vu tout ce que les deux pouvaient offrir l'un avec l'autre. On a vu deux, trois spots qui étaient nouveaux, mais le reste, je pense qu'ils avaient tout tiré sur les deux premiers matchs. Du coup, c'était très difficile de faire quelque chose de nouveau au troisième. Ce que j'ai apprécié, par contre, c'est que il n'y avait pas de spot, genre je saute du haut de la cage, alors je pourrais très bien gagner. Ça, c'était très intelligent de ne pas le faire, justement. Et je vais revenir sur le match qui, pour moi, est le match de la soirée. C'est le match par équipe des American Alpha contre The Revival. C'est toujours dur à dire ça. Ça a été le match de la soirée. C'est très, très technique, très rapide. Et si vous connaissez le catch depuis quelques temps, vous
vous savez comment se déroule souvent ce genre de match, et surtout les matchs tag team. Et les matchs tag team souvent finissent avec justement des gros trucs qui partent très très vite. Et l'avantage de ce match, c'est que c'est euh, toujours, toujours très rapide et qu'on a toujours l'impression d'avoir la fin à 2 minutes. Et c'est vraiment la grosse impression qui a été donnée dans ce match. Et la surprise finale avec The Revival qui gagne les titres, qui les reprennent, énorme. J'imaginais même pas qu'ils allaient les récupérer. Donc, honnêtement, très grande soirée de catch et très bon divertissement. Un show, je regarderai encore. Bon, on a réussi à faire une review en moins de 5 minutes. Très chaud. J'ai jamais parlé aussi vite de ma vie, je crois. Donc on va avancer et puis on va passer au débat historique qui est donc est-ce que la WWE est connue grâce à son catch ou bien son divertissement? Et donc pour commencer ce débat, je vais donner la parole à Louis. Alors, en tout cas, moi, je trouve cette question vraiment très pertinente. Merci, Guillaume. Alors déjà, honnêtement, au total, en un avis global, je prendrais les deux. Voilà, le catch et le divertissement. Mais il y en a un qui est beaucoup plus poussé. Donc déjà, la WWE est vraiment connue parce qu'il y a quand même du catch et ça reste quand même l'attraction première de la WWE. Mais je vais faire vraiment un appui beaucoup plus sur le divertissement parce que voilà, c'est vraiment grâce à ça que la WWE est vraiment connue et qu'elle se fait connaître, que il y a des fans qui en arrivent tous les jours. Déjà, je prendrais sur le fait que le catch, grâce à ce divertissement, il a un charme, il a aussi un aspect chaleureux et surtout pour montrer cet aspect chaleureux, il nous en parle et il nous montre. D'ailleurs, il y avait une promo il y a quelques années de ça, comme quoi la WWE était hyper bien avec la technique, ils avaient vraiment du bon matériel, mais il disait que la WWE n'était rien sans les fans et déjà ça c'est un message comme quoi la WWE est vraiment chaleureuse et que voilà. Ça c'est un peu hors du divertissement. Mais on peut vraiment mettre tout ce qui est storyline, ambiance, pardon, tout ça. En tout cas, voilà. Après, je vais partir sur des exemples. Donc déjà, pourquoi la WWE peut être connue, c'est notamment à des petites choses toutes bêtes, mais par exemple, le fait de faire du feu autour d'un ring, comme l'Inferno Match, ou mettre un Steel Cage, ou mettre un Hell in a Cell, ou un Elimination Chamber, ou encore un Royal Rumble, et j'en passe, ça attire vraiment les fans, et voilà, ça leur donne vraiment envie. Tiens, c'est curieux, il y a ça, et c'est ce qui fait vraiment ce qui diffère vraiment à tout ce qui est sport, parce que surtout les gens, c'est un sport spectacle à WWE, mais les gens aiment vraiment comparer ça à un sport. Donc là, voilà, ça permet vraiment de différer à tout ce qui est sport, sport de combat, spectacle, voilà. Donc là, c'est déjà, on est au top au niveau de ça. C'est grâce aussi à avoir des titres et avoir des pay-per-views, surtout, c'est très important. Parce que les pay-per-views, ça ramène du monde, ça met du suspense, voilà, ça met un event quand même tous les mois. On a vraiment envie de voir, c'est le show le plus important du mois. Et voilà, et puis il y a aussi des grands shows comme WrestleMania où là vraiment ça attire vraiment énormément de monde, des masses de personnes. S'il y a une ambiance de malade et là c'est vraiment le partage des fans et la WWE marque un gros point grâce à ce show parce que c'est quand même un des shows les plus importants. Il y a aussi le fait aussi là c'est pas trop pour les employés lambda ou tout ça mais sinon aussi pour les valeurs que ça inculte. Voilà, c'est le fait de voir son idole dans un ring. Son idole dans un ring, comment il va gérer ça, comment il va faire ci, voilà, comment et moi je pense, en tout cas moi je me suis déjà posé la question, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et c'est ça que la double marque des points, parce que le fait de mettre des storylines comme ça, et ben moi voilà, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui vraiment fait gagner vraiment bien la WWE et ce qui la diffère vraiment beaucoup. C'est grâce à ces storylines, c'est grâce aux catcheurs, grâce à leur comportement, leur gimmick, tout ça, ça marche vraiment bien. Et voilà. Et voilà, en tout cas, c'est là où la WWE est niveau divertissement. Je parle pas du catch en lui-même, parce que le catch, au final, c'est juste ce qu'il y a dedans, mais je parle vraiment du divertissement. C'est vrai que comme ça, le catch et divertissement, on a un peu du mal à dire quelque chose, et pourtant non. Et voilà, il y a vraiment tous ces trucs comme ça. Et puis il y a aussi les rumeurs et tout ça qui vraiment, voilà, vraiment donnent vraiment dans l'ambiance et pourquoi les gens aime beaucoup. En tout cas, moi, je dirais que le divertissement reste un gros point à la WWE, même si ces deux questions restent vraiment assez collées et pourtant on arrive à les différer. Waouh. Bah,
Vas-y, Melvin, enchaîne. Essaye. Bonjour. J'ai pas grand-chose à redire sur ce qu'a dit Louis, parce que c'est très bien dit. Moi, j'ai surtout donné juste mon point de vue. Je n'ai pas vraiment à débattre là-dessus, parce que le débat reste toujours le même, les réponses restent toujours à peu près les mêmes. Vraiment, juste, euh, il faut savoir que voilà, la WWE, c'est très différent de ce qu'on peut voir habituellement dans le catch en soi. Et c'est pour ça que vraiment tous ceux qui découvrent la WWE devraient vraiment regarder du vrai catch, des fédérations comme la Ring of Honor et tout. Si vraiment ils aiment. Oui, mais NXT, ça reste comme la WWE, donc ça c'est encore assez particulier parce que regarde, ils font quand même du show quand même assez spectacle. Hein. Noël Rosé a montré la nouvelle étape. Euh, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment appréciable. Moi, je regarde surtout la WWE pour ça, pour son divertissement, pour ses scénarios, ses réalisations, la tension qu'on met dans les rivalités, tout ça. Donc c'est sûr que le divertissement, c'est ce qui a permis à la WWE de se faire connaître, je pense, et de se départager des autres fédérations de catch et de réussir à toucher un plus gros nombre de personnes que n'importe quelle autre fédération de catch en soi. C'est que justement, elle a joué beaucoup le rôle du divertissement, ce qui a permis une meilleure aide. Et après, bah, l'argent a fait qu'ils ont eu plus d'avantages pour ça et que ce sont devenus des très grands. Après, bien évidemment que le catch a eu un raccord très grand pour eux, parce que ce sont quand même avant tout des gros catcheurs qui avaient quand même à l'époque. On est bah, vraiment, si on veut noter dans le vieux catch, c'est Bruno Sammartino. Hulk Hogan n'était pas un si mauvais catcheur. André le Géant était un très très bon catcheur. Et même à cette époque-là où ils avaient André le Géant, ils avaient une bonne flopée de gros catcheurs. Ils se sont fait connaître avec le catch et ont utilisé le divertissement histoire de mieux marcher. Et l'argent a fait que ça marche encore mieux. Voilà. Conclusion, Excel. les- Euh, Bah, ils ont déjà dit pas mal de choses, hein. Donc, sinon, moi, je vais faire ma petite parenthèse. C'est que pour répondre à cette question, enfin, ça répond pas vraiment à la question, mais moi, j'ai déjà fait une petite vidéo qui est encore disponible sur la chaîne qui se nomme Pourquoi faut-il être fan de catch? Et justement, j'évoque et j'essaie d'expliquer qu'est-ce qui nous plaît pour nous, les fans de catch, justement, dans ce sport, dans ce divertissement. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde ça toutes les semaines? Parce que quelquefois, les gens trouvent vraiment cette passion-là bizarre. Et bien, justement, à travers cette vidéo, j'avais expliqué toutes les raisons pour lesquelles nous étions fans de ce sport et de ce divertissement. Et on en vient justement à ce débat. On va pouvoir en faire un petit lien comme l'a fait Louis. Donc c'est vrai que premièrement, il y a les fans. La WWE a déjà eu un pas d'avance parce que c'est une très vieille fédération, donc elle a l'expérience que les fédérations indépendantes plus récentes comme la ROH, la TNA, etc. n'ont pas. Donc elle a déjà un grand pas d'avance là-dessus, donc ce qui fait sa popularité aujourd'hui. Ensuite, bah, son ancienneté a commencé à lui rapporter de l'argent. Donc évidemment, elle a encaissé, ce qui lui a permis de développer vraiment des décors, débloquer vraiment des moyens techniques avec qui d'autres fédérations ne peuvent vraiment pas s'aligner. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune autre fédération qui a les mêmes moyens techniques que la WWE aujourd'hui. Voilà, prenons l'exemple de la TNA et ses cadreurs magnifiques en ce moment. Ce n'est qu'un exemple. Ensuite, il y a les storylines également qu'on peut trouver originales à la WWE, qu'on ne verra pas forcément dans des fédérations indépendantes, parce que les fédérations indépendantes, je pense, vont plus privilégier la qualité du in-ring plutôt que vraiment tout ce qui est storyline autour. Donc la WWE est unique pour ce qui est de cela, donc pour tout ce qui est son budget, ses moyens techniques, ses storylines, ses stipulations également, comme l'a évoqué, je crois que c'est Melvin qui a évoqué les Linocell, etc. Des stipulations exclusives à la WWE. Mais à côté de ça, quand vous regardez la WWE, le in-ring est clairement limité. Ceux qui veulent regarder du catch en général vont regarder des fédérations indépendantes. Ceux qui regardent la WWE, on va pas se mentir, c'est principalement pour justement le côté divertissement plutôt, pardon. Ils regardent ça pour le show à l'américaine, pour les speeches au micro, pour tout ce qui est décor, moyens techniques évidemment. Plus les moyens utilisés sont importants, plus ça attire le public. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de la WWE, selon moi, sa popularité. Et voilà, le in-ring, on va pas se le cacher, n'a toujours pas été magnifique à la WWE. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus discutable parce qu'il y a quand même énormément de talents du circuit indépendant qui arrivent de plus en plus.
Mais c'est vrai que la WWE, il y a encore quelques années, c'était très faible dans le ring. Ça l'est encore pour certains matchs aujourd'hui. Les catcheurs sont limités, on le sait. Donc, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, si la WWE est connue aujourd'hui, ce n'est clairement pas pour son catch. Voilà, le catch, c'est dans le circuit indépendant. Le divertissement, c'est à la WWE. Voilà, comment je résume cette question. Bah, je vais rejoindre Axel et les arguments qu'il a donnés. Pour moi, la WWE est connue surtout pour son divertissement. Excusez-moi. Le côté catch n'est pas très développé à la WWE, du moins n'est pas énormément mis en avant. Si vous ne croyez pas, regardez, allez sur le WWE Network si vous l'avez et regardez n'importe quel Raw, vous allez voir la différence qu'il y a entre le temps qu'il y a pour les matchs et le temps qu'il y a pour les segments entre les matchs, parce qu'il n'y a pas les pubs. Donc vraiment cette différence est assez énorme pour moi. La WWE est réellement connue pour son divertissement. On commence parce qu'on arrive, on dit ok c'est du catch, que derrière on voit les scénarios, on voit le divertissement qui se passe derrière, on voit les pay-per-view et qu'on reste accroché à ça et on donne à WWE une définition de catch alors que ça n'en est pas réellement. C'est une série qui se prolonge avec des combats entre et c'est ce que d'ailleurs pour faire une petite relation c'est ce qu'a compris la Lucha Underground. C'est exactement ce qu'elle fait. Et pour moi, c'est Lucha Underground, c'est un peu une WWE, mais plus assumée, vraiment, qui porte clairement sur le côté scénario. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce que la WWE devrait faire et devrait être, je trouve. Mais en attendant, bah, elle n'est pas forcément connue pour son catch. Son catch in-ring est assez faible, je trouve. On en parle très souvent pendant les nombreuses previews qu'on a fait sur la chaîne. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce que, bah, déjà mes compères ont déjà tout dit. Mais pour donner d'autres exemples, d'autres fédérations qui sont beaucoup plus évoluées niveau in-ring, comme la New Japan Pro Wrestling, comme la Ring of Honor ou même la NXT, même si c'est une partie de la WWE, c'est beaucoup plus développé niveau in-ring et moins niveau scénario et divertissement. Et c'est beaucoup moins connu. Donc certes, il y a les moyens qu'il y a derrière, comme l'a rappelé Axel, mais le côté divertissant apporte plus de gens que le côté catch. On a fait le tour. Ou vous avez autre chose à rajouter? Non. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Bon, bah, on va passer du coup au top 5 de nos monnaies de bank préférées. Alors, pour mon numéro 5, j'ai choisi le Money in the Bank en 2011 de SmackDown, qui était pour moi un des meilleurs Money in the Bank de ma carrière de fan. Pour démarrer un show, j'ai totalement adoré comment ça s'est passé et tout, et surtout comment ils ont géré avec des catcheurs peu compétents, enfin peu d'expérience surtout pour certains, et j'ai vraiment bien adoré. En tout cas, je le mets dans mon top 5. Melvin? Eh bien, c'est absolument le même. Le Money in the Bank 2011, la version SmackDown, que j'ai trouvé justement très sympa, qui était vraiment super, et qui avait vraiment permis en plus d'avoir plein de jeunes catcheurs avoir leur chance dans un gros match comme celui-là, et qui nous a vraiment offert un superbe show, et c'était vraiment cool. Axel? Alors moi pour mon top 5 ça va être très subjectif, c'est le Money in the Bank ladder match de SmackDown en 2012 avec bien sûr la victoire de Dolph Ziggler. Donc là je reconnais que c'est très subjectif, voilà, le match est pas non plus un des meilleurs Money in the Bank ladder match de l'histoire, mais j'ai bien aimé ce match et je dois avouer que la victoire de Dolph Ziggler y est pour beaucoup. Et donc pour mon numéro 5, j'ai choisi WrestleMania 21 avec la victoire de Edge. Le match a été très bon en lui-même avec notamment des gros spots de Shelton Benjamin qui court sur les échelles et le diving headbutt de Chris Benoit qui a été juste magistral. Et donc la victoire de Edge, l'opportuniste ultime qui a montré une fois de plus pourquoi c'est l'opportuniste ultime. Donc pour le numéro 4, Alors, pour le numéro 4, j'ai mis le Money in the Bank de WrestleMania 25 parce que je l'ai trouvé vraiment brillant. Ouais. J'ai vraiment bien aimé Shelton Benjamin qui était vraiment bon.
Alors, vous excuserez, mais là, c'est la France-Roumanie, donc ok. Et voilà, mais en tout cas, c'était vraiment un bon Money in the Bank. J'ai vraiment bien aimé. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 4. Melvin. Alors moi, à la quatrième place, j'ai mis un autre du Pay-Per-View Money in the Bank. C'est celui de 2013 et le spot d'Euro. Et là, pour tout l'envers de SmackDown 2011, c'est que justement, c'était un des Money in the Bank avec le plus de grosses superstars. On retrouve quand même, bah, c'est la victoire déjà quand même en soi de Randy Orton, mais qui bat Rob Van Dam, Daniel Bryan, CM Punk, Christian et Sheamus. Enfin, c'était un énorme combat qui avait eu plein de bonnes spots. C'était très sympa à voir. C'était vraiment très agréable. Et c'est un des combats en tout cas qui m'a le plus tenu à cœur. Axel. Bah écoute, je vais faire très court puisque j'ai exactement le même top 4 que toi, donc c'était ce fameux Money in the Bank All Stars Ladder Match. Et comme tu l'as dit, voilà, le retour de RVD déjà, voilà, qui était très attendu. C'était son premier match d'ailleurs, je crois, pour son retour, si je me trompe pas. Et bah voilà, l'inclure dans ce match pour son retour, très impressionnant. On sait que RVD, c'est une de ses spécialités, les échelles, le côté aérien, etc. Donc lui, il allait très bien dans ce match-là, et puis toutes les autres grandes stars également, quoi. Et puis je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de suspense pour ce Money in the Bank à l'époque, puisque chacun avait possibilité de remporter le match. Et Randy Orton était assez surprenant, je trouve. Voilà. Bah, c'est comme, tiens, pour faire un petit peu la promo du prochain Money in the Bank, c'est un peu comme, comme le prochain Money in the Bank match. C'est que du coup, il y a plein de superstars qu'on voit tous un peu bah, vainqueurs. Non, Ils je suis avaient pas tous un d'accord. petit peu la possibilité. Pas tous, mais Moi, je ils ont vois une que deux une grosse potentiels partie. vainqueurs, perso. Ah, allez, Mais j'ai c'est On envie pas en le d'entendre parlera à la ça. sujet, c'est preview. pas le sujet. Preview, on en Ah, parlera. ça me fait. Ah, je suis désolé. Euh, donc c'est mon tour. Pour le numéro 4, j'ai mis le WrestleMania 23 avec la victoire de Mr. Kennedy. C'est un des premiers matchs Money in the Bank que j'ai vu avec je trouvais une très bonne prestation de CM Punk. C'était son premier match Money in the Bank lui aussi. Et puis le saut de Jeff Hardy sur Edge à l'extérieur qui a été un des plus gros spots de la carrière de d'Hardy, je trouve. Donc, numéro 4, ça a été WrestleMania 23. Donc Melvin, top 3. Louis. Non, c'était moi, mais c'est pas grave. Ah putain. Euh, c'est pas grave. WrestleMania, moi pour mon troisième, j'ai mis WrestleMania 24 parce que WrestleMania 24, c'était vraiment pour moi clairement un très bon Money in the Bank avec une victoire de CM Punk qui était vraiment cool. Vraiment beaucoup d'attractions. Par exemple, Morrison qui fait un salto arrière, un moonsault avec une échelle déjà. Ça, c'est quelque chose vraiment de très marquant. La chute aussi de Shelton Benjamin sur une échelle qui était vraiment haut et j'ai vraiment bien aimé. Melvin. Moi, c'est pour revenir au top 4 de Louis, c'est le WrestleMania 25 que j'ai à la troisième place. Parce que c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit coup de cœur personnel qui est absolument incroyable. Le saut à une hauteur absolument impressionnante de Shelton Benjamin, tous les spots, cette deuxième victoire de CM Punk absolument historique. Il y a trop de choses à dire, même le World Strongest Slam de Mark Henry sur Kofi Kingston, à part la chaise, tout est trop beau. Et j'ai vu ce match des milliards de fois et je ne m'en lasse jamais. Eh ben, Axel. décidément, Melvin a décidé de me voler tous mes tops. J'ai exactement le même, donc je vais pas reciter les mêmes raisons, hein. Donc voilà, énormément de spots. Et bien sûr, la deuxième victoire historique consécutive de CM Punk. Waouh! Voilà, et c'est le premier pay-per-view que j'ai vécu en live, peut-être que vous le savez déjà. Et voilà, juste pour dire que quand CM Punk a décroché cette mallette, je n'en croyais pas mes yeux. Et bah moi aussi, vous avez tous les deux me pourrir mon top 3 parce que j'ai mis exactement le même, WrestleMania 25, avec un très très bon match, l'utilisation des échelles qui était très bonne, le saut de Shelton Benjamin à l'extérieur, mais mon Dieu, cet homme. Et la victoire de mon petit préféré, de CM Punk, comme l'a dit Axel, deuxième victoire consécutive, donc top 3, WrestleMania 25. Donc on va repasser à Louis pour ton.
Alors pour mon top 2, j'ai choisi le Money in the Bank de Raw en 2013. Voilà, parce que voilà, certes, il y avait Rob Van Dam, il y avait Randy Orton, il y avait tout ça. Et bon, je vais pas reciter, mais voilà quoi. Et aussi le heel turn, enfin le heel turn. Je sais pas si on pourrait dire ça un heel turn, mais la trahison de Paul Heyman qui reste, très honnêtement, moi je les disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, j'étais curieux de voir la suite. Donc voilà, en tout cas, ça montre dans quoi que CM Punk, pour le troisième Money in the Bank qu'il allait participer, enfin le premier depuis ses deux victoires, était bien parti pour gagner. Donc ça montre clairement que CM Punk était vraiment bien à l'aise dans ce match. Enfin, c'est ce que la WWE montrait. Et j'étais vraiment content qu'il fasse un peu cette allusion comme quoi CM Punk serait vraiment bien capable de la regagner. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et comme disait Axel, un Orton plus que chaud. Moi, la deuxième place, je suis reparti dans l'ancienneté, j'ai mis WrestleMania 23, qui a justement offert des incroyables spots, comme notamment Jeff Hardy qui saute depuis le haut d'une échelle sur Edge, et même énormément de spots, la victoire de Mr. Kennedy qui était très surprenante, qui fut après, surtout quand il perdra sa mallette contre Edge. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, et puis Mr. Kennedy qui fait une sorte de moonsault, je sais pas comment il appelle sa prise. Mais son salto sur Hans Sogel, c'était très impressionnant et rien que pour ça, il vaut une deuxième place. Et Axel? Non, mais c'est pas possible. Melvin, c'est pas possible. T'es sérieux? Mais c'est toi qui as copié sur Mais moi. non, 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 vraiment, j'ai le même. Arrête. Donc, pour reprendre ce que tu as dit, sinon, le finisher de Kennedy, c'est sa Kenton Bomb. Donc, sur Hornswoggle du haut de l'échelle, effectivement très impressionnant. Hornswoggle qui ne faisait pas partie du match, hein, mais qui a quand même eu le droit à son petit spot, le petit bâtard, comme il était appelé à l'époque. Euh, et ouais, victoire de Kennedy très surprenante à l'époque. C'était clairement pas le favori pour ce match. Et pour reprendre ce que nous avait dit Tom, d'ailleurs, une petite anecdote dont il m'avait parlé, moi, c'est que Kennedy à l'époque devait devenir champion du monde. Et je crois je me rappelle plus de la raison exacte, mais en tout cas, il a fait le con et il n'a pas eu la réussite de son cash par la suite, mais il aurait dû l'avoir. Voilà, pour la petite histoire. C'est vrai qu'on a du mal à le voir champion du monde, je trouve, Mr. Kennedy. Comme on avait mal le voir le champion le mise, hein. Non, Oui. Si. ça lui allait Alors là, parfaitement bien. là J'étais sûr, c'était Melvin. le truc à pas dire. T'as tendu la perche. Fougre du. Donc pour moi, mon top 2, ça a été le numéro 5 d'Axel, ça a été le SmackDown Money in the Bank de 2012 avec la victoire de Ziggler. Pour moi, ça a été techniquement un très très bon Money in the Bank match. Il est très sous-estimé, je trouve, il a eu de très bons spots. Même s'il y avait Santino Marella qui était dedans, le comic relief du match, mais j'ai trouvé que les prestations des autres, surtout de Cody Rhodes, étaient absolument parfaites avec celle de Christian. Euh, les... Le match était très bon, je trouve un poil sous-estimé, mais pour moi c'est mon numéro 2. Donc on va retourner avec Louis pour ton top 1. Alors mon top 1 c'était WrestleMania 23 parce que le Money in the Bank déjà il y avait beaucoup de stars dedans, Jeff Hardy, Matt Hardy, il y avait aussi CM Punk qui venait d'ICW. Voilà, en tout cas il y avait vraiment beaucoup de monde, Edge, Orton et tout ça, j'en passe. King Booker, enfin bref, voilà. Et j'ai vraiment, bah moi j'ai trouvé vraiment ça vraiment sympa. En plus, c'est le premier WrestleMania que j'ai vu, pas en direct, mais que j'ai vu et que j'ai vu en différé, redifféré plutôt. Et voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce Money in the Bank et il y a eu vraiment de bons spots et en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Et bah pour moi, c'est WrestleMania 21, parce que tout simplement, déjà c'est le premier, que pour le premier, bah forcément à l'époque c'était absolument incroyable de voir un tel combat, et que il est bourré de spots incroyables. Shelton Benjamin c'était pour Shelton Benjamin le match qui a permis vraiment pour lui de se donner respect, et le début quand même d'une grosse apogée de carrière quand même. Enfin, il a montré des spots incroyables. L'échelle qui est posée normale, qui après a l'échelle posée sur lui, et que lui qui court dessus pour faire une clothesline avec Chris Jericho. Enfin, c'est bourré d'imagination et c'est tellement incroyable. Et puis la victoire de Edge qui, pour lui aussi, ça lui fera sonner le début d'une grande carrière. Et c'était très beau à voir. C'était très impressionnant. Comme disait Guillaume,
le saut de Chris Benoit depuis le haut de l'échelle, avec sa tête, désolé, c'est un peu gore à dire comme ça, mais sa tête qui s'ouvre toute légèrement devant la caméra, moi j'aime beaucoup, j'adore le sang. Mais c'était vraiment très impressionnant à voir, c'est vraiment une claque dans la tronche. Non, Melvin, non. Ah putain, putain, mais non, Ah, il troll j'attendais là, ton ça moment. fait. Non, non, Ah non. Ah, non, non, cette non. fois, non. Cette fois, non. Moi, à la première place, Monte plus. Ah, il troll. Ah, j'ai mis WrestleMania 24. WrestleMania 24 qui est un Money in the Bank qui m'a marqué personnellement. C'est un des premiers Money in the Bank que j'ai vu. Et clairement, il y a beaucoup de spots dans ce match qui sont très impressionnants. Comme l'a dit Louis, il y a ce moonsault à l'extérieur avec Morrison qui a eu une échelle dans les mains, très impressionnant. Et également une chute qui m'a énormément choqué lorsque j'ai commencé à regarder le catch. C'est cette fameuse chute de Shelton Benjamin à l'extérieur sur cette échelle qui était posée entre la barricade et le ring et qui s'est pété en deux. C'était l'une des premières fois que je voyais une échelle se péter en deux. Il y avait bien sûr le Jeff Hardy aussi à WrestleMania 23, mais j'ai trouvé cette chute de Shelton beaucoup plus impressionnante. Et en plus de cela, la victoire de CM Punk avec un WrestleMania 24 et une ambiance excellente au Citrus Bowl. Voilà, il y a tout un contexte qui fait que j'ai adoré ce match. Ah, je te déteste. Bah, évidemment, j'ai le même qu'Axel, WrestleMania 24, qui, bah, je vais pas reciter tout ce qu'a dit Axel parce que c'est exactement les mêmes raisons. Pour moi, c'est entre l'ambiance, la, la situation qui était, enfin, je sais pas comment décrire ça, mais c'était vraiment un WrestleMania très spécial pour moi. Et puis ce Money in the Bank match qui pour moi est tellement unique avec cette chute de Shelton Benjamin qui était une des premières grosses chutes que j'ai vues et surtout que j'ai retenues dans ma petite mémoire de fan. Ça a été un WrestleMania absolument incroyable et puis la première victoire de CM Punk qui a mené à son premier titre mondial, pour moi ça a été le meilleur Money in the Bank match de l'histoire. Donc, ça y est, on a fini on a donné nos top 5. Donc je pense qu'on vous a fait une petite liste de Money in the Bank match à aller regarder si vous enviez à vos Money in the Bank dans une semaine normalement. Je pense qu'on peut passer maintenant à la rubrique des questions des fans. Donc, pour les questions des fans, cette semaine, on a une question qui nous vient de Twitter avec Arnaud qui nous demande que pensez-vous du fait que Goldberg soit dans WWE 2K17? Donc, qui veut donner son avis sur cette grosse nouvelle? Melvin? c'est absolument incroyable. J'ai l'impression de jouer à WWE 2K, non, WWE 13 ou 12. Je sais plus dans lequel il était. Je crois que c'est le 13 où il était Non, c'est le déjà 14, en je mode. crois. C'est dans le 14. 14? Ouais. Là, c'est dans 2K14. Donc je suis vraiment très heureux. Mais au passage, j'en profite pour parler que c'est à l'E3 qui va bientôt se faire, tout bientôt. On va avoir enfin une grosse partie du roster d'annoncer. Alors déjà, on sait que vraiment que Rollins, Charlotte, enfin tout, Rollins, Charlotte, Bray Wyatt aussi apparemment est confirmé parce qu'ils ont été vus comme quoi ils ont été scannés et tout ça. Et il y a aussi la cover qui a été. Alors là, moi j'ai vu un truc de cover où c'était pas Roman Reigns dessus. Hein, on s'est posé la question, mais c'est une cover toute banale avec personne dessus où il y a juste marqué 2K17. Non, ils mettent juste ça en fait en attendant que la cover officielle soit annoncée, hein, mais Ah bon? ils le font tous Ah les bah, ans, je hein. savais même pas. Ah bah alors toi je savais Parce pas. que bon, si pour illustrer le jeu ils mettent un boîtier noir vide, ouais, ça fait pas très vendeur, tu vois. Non mais c'est pas noir vide, c'est juste. C'est quadrillé rouge avec le logo de 2K17. Ouais. Ouais, bah non, c'est un faux cover en attendant que l'officiel soit Ok. annoncé. Bon, en tout cas, c'est pas Roman Reigns, quoi. Bah, de toute façon, tous les ans, à cette période-là, on a des rumeurs comme quoi la cover a fuité, et au final, c'est jamais le cas. Donc, bon, encore une fois, je pense pas que ce soit vrai. Et puis, si ils veulent vraiment avoir une cover qui fait vendre, est-ce que actuellement ils doivent mettre Roman Reigns dessus? Non. On est d'accord. Ce sera pas Mais, Roman Reigns, en mais tout ça cas. se trouve, on sait pas, Mais hein. faut voir le 2K Showcase pour qu'ils le mettent. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Parce que l'année dernière, tout le monde disait, ouais, c'est sûr, ça va être Lesnar, il est hyper crédible en ce moment, il va faire vendre et tout. Et au final, c'était Stone Cold, personne l'attendait.
Donc là, ça se trouve, cette Oui, il année, vend on aussi. va avoir Hornswoggle en cover, personne va l'attendre. Ouais, mais non, parce que Stone Ouais, Cold, non, il quand vend même. aussi. Et Stone Cold, c'était pas aussi par rapport au Ouais, bien showcase sûr, et bien tout. sûr. Ça va forcément, comme, ouais, comme dit Louis, ça va être par rapport au showcase, c'est sûr. Mais c'était quand même inattendu. Parce qu'on savait pas du tout qu'il allait y avoir un Mm. mode consacré à lui, quoi. Mais sinon, pour revenir sur Ouais. Goldberg, ouais, c'est pas quelque chose d'incroyable, je trouve, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il était déjà présent dans l'édition 2014 du jeu. Bon, ça va quand même faire 2 ans, 3 du coup, vu que ce sera le 17, qu'on l'a pas eu dans un jeu, mais voilà, je trouve pas que c'est un On s'en truc fout. énorme. Je pense que tout ce teasing, comme on en a déjà parlé, est dû au fait que Goldberg va probablement, et selon moi, très sûrement faire ses débuts, enfin son retour à la WWE prochainement. Mais sinon, sa présence dans le jeu en tant que personnage de précommande, voilà, c'est pas un truc énorme. Pour cette Après, c'est peut-être. édition, je termine juste vite fait pour cette édition Vas-y, vas-y. 2017. J'espère vraiment qu'ils vont apporter un petit plus, un truc en rapport avec la bande extension. Je sais pas s'ils auront le temps d'y travailler parce que bon, c'est un peu tard peut-être maintenant pour le travailler ça, mais pourquoi pas après tout. Mais j'espère vraiment qu'il va y avoir un petit mode ou un petit truc de nouveau parce que je trouve quand même que les jeux de catch c'est quand même assez répétitif et voilà, moi j'ai du mal avec les jeux de catch encore. D'ailleurs, il y a une rumeur qui disait que, soi-disant, une interview, mais ça date juste après Touquet 16, comme quoi ils n'avaient pas pu le faire dans celui-là, mais qui dans Touquet 17, il se pourrait qu'ils remettent le mode scénario, ce qui serait vraiment génial. Ouais. Bah, en fait, ils ont prévu de reprendre pas mal de choses, mais qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure. C'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps. Qu'ils essaient aussi de refaire plein de choses, mais forcément, vu que c'était pas eux qui faisaient au départ, ça leur prend beaucoup plus de temps. Après, ce que je pensais aussi par rapport à ce que disait Axel, c'est que est-ce que la précommande va avoir une répercussion par rapport à WWE? Ce que je pense, parce qu'ils ont quand même mis Terminator cette année-là, et que bah il y a eu une référence à Terminator, il y a eu Arnold Schwarzenegger aussi assez récemment. Bon, vite fait, mais je pense que pour Goldberg, ça va être un petit peu la même. Bah, c'est mieux qu'ils mettent déjà un catcheur que Schwarzenegger, quoi. Moi, je trouve ça beaucoup mieux qu'ils nous mettent Goldberg que Schwarzenegger l'année passée, hein. Mais il est quand même vachement cheaté, hein. Ouais, non, mais merci. Mais à part faire un truc pourri avec Dean Ambrose que j'ai fait, voilà, honnêtement, t'as rien à faire. Alors qu'avec Goldberg, voilà, ça te laisse déjà. Bah, c'est un catcheur de base, donc c'est déjà mieux. Moi, en tout cas, je disais que, enfin, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui met des news justement, et il disait que, bah, justement, ça sortait aussi sur version old gen, donc PS3 et Xbox, alors que il me semblait que 2K disait justement qu'ils allaient, 2K17 serait que sur next gen, donc PS4 et Xbox One. Et moi, je suis d'avis partagé parce que voilà, ceux qui ont la PS3 et Xbox, il faudrait aussi qu'ils y jouent. Mais en même temps, les développeurs sont très restreints du coup pour développer un jeu comme ça parce que le old gen, enfin non, next gen, il y a beaucoup plus de capacités, donc beaucoup plus de façons de développer et beaucoup plus de place. Alors que au niveau old gen, c'est beaucoup plus limité, donc le jeu 2K17 risque d'être aussi limité. Comme à chaque fois qu'ils prennent un truc old-gen, hein, c'est toujours limité. Le 2K14, tu n'avais pas le mode carrière sur Hmm. PS3. Ou alors ils abrègent sur les old gen, ce qui peut être fort probable aussi. Ça va être plus ça, je pense. En tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils laissent un roster aussi vaste, qu'ils mettent beaucoup moins de légendes, par contre, parce on en a trop bouffé de légendes dans ce jeu. On en a trop, trop, trop. Mais voilà, qu'ils laissent un roster aussi vaste, et c'est vraiment bien ça, par contre. Et qui baisse aussi les prix des packs, parce que 7 euros, c'est un peu cher. Pour avoir 5 catcheurs, pour avoir Samoa Joe, Blakey Murphy et Dos Matadores, les 7 euros, tu les as un peu dans le cul, hein. Ouais, tu fais comme moi, tu l'achètes sur PC. Tu attends 6 mois, puis tu l'achètes sur PC. Comme Mais ça, sinon, oui, pour donner mon avis quand même sur Goldberg, moi ça n'a pas changé grand-chose au jeu. Ça, contrairement à ce que vous disiez qu'il avait apparu pour le jeu il y a quelques années, mais là il n'avait pas fait de pub carrément pour le jeu. Il était juste présent dans le jeu, tandis que là il est quand même apparu pour la WWE officiellement. Ça change quand même quelque chose, notamment avec parce qu'on a pu voir dans ce spot publicitaire qui laissait entendre possible rivalité. Et pour moi, c'est quelque chose un peu plus gros, même si je pense pas que ça va forcément augmenter les prix, mais ça, on s'en fout. Mais pour parler vraiment du jeu, en ce moment, ces dernières années, j'étais très déçu pour le jeu parce que moi qui ai découvert le catch grâce au jeu de catch 2008, fun fact, oui, et vraiment, moi, les jeux vidéo de catch avant, c'était limite une fierté. Maintenant, c'est limite de la merde. Tu prends le 15.
tu prends le 16, c'est exactement les mêmes avec juste un différent mode je sais même plus comment ça s'appelle, Showcase. C'est exactement le même, ils ont juste changé de mode Showcase et rajouté quelques superstars et encore, on n'a même pas celle qu'on aimerait avoir comme les Force Women. Donc voilà, j'ai un peu de mal en ce moment avec les jeux de catch et j'espère que le prochain va vraiment valoir le coup. On a fait le tour. Vous avez autre chose à rajouter? Non. Non, non, Ok, vent. non, non. Oui. Merci Axel. Non, 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 ouais, excuse-moi. Donc on va passer à la deuxième question de Tony qui demande comment on voit le futur de Nakamura après cette brand extension, est-ce qu'il va rester à la NXT ou est-ce qu'il va remporter le titre, est-ce qu'il sera drafté vers Rose maintenant? Donc, qu'est-ce que vous en pensez justement? Vas-y Axel. Bah moi bizarrement je sais pas pourquoi je le vois pas du tout avec le titre NXT. Peut-être une simple vision comme ça. Je le vois directement dans le roster principal en fait. Je pense qu'il a pas grand chose à prouver à la NXT. Je pense qu'il est assez populaire comme ça. Il a le talent pour. Donc je pense qu'il pourrait directement rejoindre le roster principal sans passer par le titre mondial de la NXT. Et, euh, et dans le roster principal après qu'est-ce qu'il va faire? Et là ça m'inquiète vraiment. Parce que j'ai peur qu'il le limite dans le ring. Parce que c'est quand même quelqu'un d'assez violent. Et j'ai peur vraiment des rivalités qu'ils vont lui donner, etc. Le booking de Nakamura dans le roster principal, je suis très très sceptique. Après, je pense que Nakamura, s'il voit, je pense que, voyant un peu son caractère, je le connais pas vraiment, mais son caractère serait plutôt du genre, ouais, écoutez, vous faites de la merde avec moi, et ben je me barre. C'est surtout ça. Lui, je m'en bats les couilles, quoi. Mais juste pour faire une toute petite parenthèse, c'est vrai que j'étais surpris de Nakamura parce que justement le fait, j'avais peur justement qu'il le limite par rapport à l'Indie et NXT, enfin ouais, la WWE a bien géré ça. Je trouve vraiment que ça a été vraiment bien foutu, ils ont bien fait et voilà et j'espère justement, bon avec la brand extension ça peut peut-être nous aider, mais voilà c'est sûr que ça peut faire aussi un peu peur de voir Nakamura régresser dans un ring, enfin limité surtout, c'est ça. Donc ça reste vraiment à voir. Melvin. Je suis assez mitigé aussi. Parce que je me dis, bon déjà, comme Axel me dit, Nakamura avec le titre NXT, vraiment ça me dit rien du tout. Je le vois difficilement avec le titre. Après, bah, c'est quand même un mec qui actuellement se démerde très bien, n'a eu aucune défaite, a quand même bien défoncé Austin Aries. Désolé si je spoil à certains qui n'avaient pas encore vu NXT. Euh, Vraiment, je sais pas trop parce que je suis un peu mitigé. Et est-ce qu'il va vraiment dans le main roster? J'ai encore un peu de mal pour l'instant à le voir. Non pas parce qu'il aurait du mal ou quoi que ce soit, parce que bah, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire, mais j'ai aucune idée de comment ça va se passer s'il passe au main roster. Et même pour la suite NXT, je me demande vraiment, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire, mais je serais incapable de savoir vraiment comment ça va se passer. Et du coup, je me contente juste de voir et d'attendre ce qu'il a à nous offrir. Personnellement, Shinsuke Nakamura est un personnage que j'ai énormément accroché depuis ses débuts à Cover Dallas. Et je pense qu'après la Brand Extension, il devrait rester à NXT parce que je pense pas qu'il est encore prêt. Il s'est bien adapté au style de la WWE, mais je pense pas qu'il est prêt à les Raw ou à SmackDown. Et il devrait rester, je le verrais bien personnellement avec le titre NXT, au moins combattre pour ce titre parce que il pourrait offrir de très bons matchs et le main event d'NXT qui a été assez appauvri en ce moment avec Finn Balor qui est resté pendant quasiment un an. Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose qui part pour le titre et qui reste entre NXT. On a fini. Oui. Bon bah on va passer à la chronique de Louis. À toi, Louis. Oh là là, quelle introduction, merci Melvin en tout cas. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour ma chronique sur Bray Wyatt. Voilà, je l'avais dit que je ferais une chronique sur Bray Wyatt. Et là je vais changer un petit peu juste pour cette fois-ci.
Deux formats. Je vais pas faire un top 7 cette fois-ci. Je vais sous forme de questions-réponses que je me pose à moi-même sur Bray Wyatt et en essayant de convaincre pourquoi Bray Wyatt est un personnage représentant l'ésotérisme. Alors avant de commencer cette chronique, je vois des gens me dire mais c'est quoi l'ésotérisme? Je vais faire juste une petite parenthèse. L'ésotérisme, c'est tout ce qu'on n'explique pas. Voilà, c'est tout ce qui est inexplicable, tout ça. Par la science en tout cas. Bon alors, j'attaque. Donc en effet, aujourd'hui, nous allons parler de Bray Wyatt. Je vais essayer de vous prouver que Bray Wyatt est vraiment lié à ce qu'on appelle l'ésotérisme, même si de physique et de gimmick, c'est assez voyant. Bray Wyatt est-il un catcheur les plus mystérieux? Avec ce titre-là, pour beaucoup de monde, la réponse est évidente, mais nous pouvons toujours en discuter. Bray Wyatt nous montre que même après 3 ans de carrière à la WWE, nous ne le connaissons toujours pas vraiment. Le mystère lui est une principale force. Comme le disait Jean-Baptiste Massillon, nous sommes tous un mystère à nous-mêmes. Bray Wyatt respecte bien ceci. Nous pouvons dire que Bray Wyatt est un personnage des plus mystérieux de la WWE. Son mystère peut-il représenter quelque chose? Tout à fait. Son mystère peut représenter là quelque chose en question. Pour ne pas partir trop loin, ce mystère représente toutes les théories du complot. Un mystère que l'on peut voir tous les jours sans savoir tout. Bray Wyatt peut représenter ceci. Quelqu'un qu'on voit souvent et pourtant on ne connaissant pas vraiment ce qu'il est. Un très bon point fort pour ce catcheur. Et aussi car ses adversaires n'ont aucun moyen de lui faire mal autre que le physique, sachant qu'il connaît tout sur ce que les autres dévoilent. Le cas contre Roman Reigns avant Battleground est tout à fait un bon exemple. Le charisme de Bray Wyatt est-il un don pour lui? Le charisme de Bray Wyatt est quelque chose de très marquant et qu'il fait ressentir très facilement. Bray Wyatt montre qu'avec des mots, il arrive vraiment bien à faire montrer surtout qu'il fait mal et faire ressentir une douleur. Voilà une valeur que la douleur nous donne grâce à Bray Wyatt. Ce qui est aussi très important est la mise en scène de ses speeches, avec sa façon de parler qui reste vraiment intrigante. Bray Wyatt marque donc beaucoup de points avec son charisme, qui peut même nous laisser penser qu'il est l'un des catcheurs les plus charismatiques de ces dernières années. Bray Wyatt représente-t-il la peur de l'enfant? Avec cette question-là, on peut avoir peur, mais Bray Wyatt nous montre tout d'abord la peur que l'on peut avoir quand on est de l'enfant. Comme dans les films d'horreur où la plupart des temps, ce sont les enfants qui sont touchés, il nous fait la même représentation en 2014 avec John Cena. Les masques du mouton que portent les enfants peuvent représenter cette innocence. Mais aussi, Bray Wyatt aime montrer de quoi l'enfant peut avoir peur. Par exemple, cette fameuse peur du noir, qui n'est pas anodine pour un enfant. Et pourtant, Bray Wyatt la représente plus ou moins. Bray Wyatt aime entrer dans le noir et notamment enlever la lumière derrière lui lors de ses speeches. Il montre qu'il aime tourner le dos à ceux-ci, ce qui montre un courage vraiment extrême. Chez certains enfants, la forêt est aussi un don qui fait peur. Bray Wyatt joue avec ceci, rien qu'avec son entrée. Il aime notamment poster des photos et des vidéos le représentant dans une forêt. Bray Wyatt aime montrer que celui est familier pour lui. Mais aussi, nous pouvons parler aussi du rocking chair. Donc, un rocking chair, c'est une chaise qui se balance, qui n'a pas vraiment de pied, mais qui reste une très grande crainte pour un enfant. Beaucoup de livres le démontrent d'ailleurs. Beaucoup de livres dédiés au paranormal. Mais beaucoup de témoignages à ce sujet parlent de ce type de chaise. Cette chaise viendrait parfois à bouger toute seule. Ceci reste une très grande crainte pour un enfant quand il regarde sa chaise quand il est couché. Bray Wyatt peut aussi être un modèle du coup pour beaucoup de monde et surtout pour des enfants. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui sait ce qu'il montre et qui sait de ce qu'il fait. Bray Wyatt fait-il vraiment peur? Certains diront que oui, certains diraient que non. Pour ma part, à mon humble avis, je dirais que non. Je dirais qu'il aime la peur, mais qu'il ne l'est pas. Parfois, il représente vraiment bien, comme l'araignée, quelque chose qui fait très bien et une belle représentation de l'exorciste. Il montre qu'il ne ressent pas cette peur, par exemple, la face au Boogeyman au Royal Rumble 2015. Nous, quand on était jeunes, on avait peur de Boogeyman, mais lui nous montre tout à fait qu'il n'a pas peur. Le reste inconvénient sera à WrestleMania 31 où face à l'Undertaker, il se met à reculer, soudainement, ce qui est un peu contradictoire sur le gimmick de Bray Wyatt. Mais au final, qui est Abigail pour Bray Wyatt? Bon, si vous ne saviez pas, si vous n'avez jamais entendu parler d'Abigail, rassurez-vous, on ne connaît presque rien à son sujet. Nous savons simplement que la prise de définition de Bray Wyatt s'appelle Sister Abigail. Mais cependant, il y a de nombreuses théories que je me pose auxquelles j'ai pensé à ce sujet, et notamment le fait de sa non-présence. Tout d'abord, première théorie, nous pouvons partir sur le fait qu'Abigail est la sœur de Bray Wyatt. Mais pourquoi nous ne la voyons jamais? Donc, en théorie, ce serait qu'elle s'est perdue dans la forêt. Avec ceci, tout peut s'expliquer. Le fait qu'il y ait des vidéos dans une forêt, comme quoi il se balade dans les forêts, et même des photos bizarres sur Twitter. La suivante théorie serait que Bray Wyatt sache parler aux fantômes. Bon, il serait médium apparemment, mais en effet, lors de cette promo, il dit qu'un esprit le guide et lui donne du courage. Serait-ce Abigail? Ceci reste encore une question qu'il nous reste à découvrir. La théorie suivante serait qu'Abigail n'ait jamais existé. Ce serait simplement un personnage fictif qui donnerait du courage pour Bray Wyatt. Puis, en dernière théorie, ça serait qu'il n'est jamais connu mais qu'il sache qu'il a une sœur.
Il ferait donc maximum pour arriver à la trouver et à savoir qui elle est vraiment. Mais au final, le nombre de théories reste encore avec un certain nombre. Il nous faudra encore attendre pour en savoir plus à ce sujet. Peut-être 5 ans encore pour savoir qui est vraiment ce Bray Wyatt. Mais au final, Bray Wyatt a-t-il un but? Ceci reste encore à penser, tout est en fonction des théories pensées et de chacun. Ma théorie serait qu'il n'a pas vraiment de but précis, à part montrer qu'il n'a peur de personne, qu'il serait capable d'affronter beaucoup de monde dans un ring. Tout cela reste encore à attendre pour pouvoir affirmer nos idées. Mais alors, au final, pour conclure, est-ce que Bray Wyatt est un personnage de l'ésotérisme? La plupart affirmeront que oui. Un des hommes les plus mystérieux de la WWE en tout cas. C'est le genre de gimmick tellement étrange qui pourrait faire l'une des meilleures gimmicks à la WWE. Un point fort qui peut le lier à l'ésotérisme, et nous pouvons presque l'analyser avec des théories, ce qui est vraiment un très bon point fort et quelque chose de vraiment très instructif. En parlant de son histoire et surtout pas de son catch. Nous pouvons affirmer quelque chose de clair sur son gimmick, celui qui est un très grand point fort. Ceci peut chez certains d'en avoir beaucoup plus. Mais en cherchant des théories sur lui. C'est donc quelqu'un qui est très intéressant à analyser. Il nous montre que l'ésotérisme peut être de partout, que nous n'avons qu'à attendre et à chercher pour savoir la vraie vérité de l'histoire de ce catcheur. Donc, à mon humble avis, oui, Bray Wyatt est un catcheur qui représente beaucoup les circonstances de cet ésotérisme. L'homme qui reste un des plus grandes questions à la WWE, l'homme dont on ne connaît pas son but, l'homme dont on ne connaît pas son avenir, l'homme le plus mystérieux actuellement à la WWE. Fin. GG. Super. Bravo. Bravo. Magnifique chronique comme d'habitude. C'est Super sympa. Et les théories sont vraiment intéressantes. Si je peux même en proposer. Faut savoir aussi que revenir sur le truc de la sœur, c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais le fait d'une sœur en effet qui n'a pas connu, qui est prématurément morte, c'est carrément faisable. Mais aussi, je pense, par rapport à l'effet aussi de Sister Abigail, que ça soit d'un point de vue religieux. Il y a aussi des théories religieuses aussi là-dessus. On peut affirmer tellement de théories, bah, ça expliquerait pourquoi il fait une croix un peu possession, et la possession qui reste, bon, petit cours d'histoire, la possession qui reste quand même la grande question, enfin, surtout une grande affirmation de l'époque de la religion, où quand quelqu'un était schizophrène ou quelque chose du genre, on disait, ah, bah, il est possédé par le diable, parce que à l'époque, on était clairement plongé dans cette forme de religion, donc oui, ça pourrait expliquer, et l'exorciste, en quelque sorte, où on voit la fille descendre les escaliers en arrière, et ben ça pourrait vraiment tout expliquer au final. Cette forme de mettre en croix, quoi. Faut savoir que Charlotte arrive à faire ça, donc c'est peut-être aussi la théorie. Elle était possédée aussi. Et ça se trouve, Abigail. oui, si ça se trouve, Charlotte, ouais, ça se trouve, Charlotte est Abigail. Donc Bray Wyatt serait La sœur, fils la- de Ric Flair. Oh mon dieu. Moi, ça veut dire que Bo Dallas sera le fils de Ric Flair aussi. Oh là là, c'est pas en couille. Oh. Trop de théorie dessus de la théorie, mais en tout cas Ouais. magnifique. Ah, merci. Voilà. Ouais, je pense on peut clôturer ce podcast numéro 25 là-dessus. Donc n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo, de la commenter, de donner vos avis sur les news qu'on a donné, cette magnifique chronique de même donnez vous-même votre top 5 de vos matchs de Bank préférés. Puis Donnez vos théories aussi, pourquoi pas. voilà, vos théories sur Bray Wyatt. Puis on se laisse avec un mot de la fin. Non. Vous avez un mot de la fin? On a entendu du ukulélé derrière. La préparation psychologique. J'ai pas de mot de la fin, moi. Ah mais Allez, on va dire monnaie. C'est celui que j'ai utilisé la semaine dernière. Sérieux? Je m'en souviens même pas, tu vois. Ah bah, c'est gentil. Décidément, tu m'as tout piqué, toi, entre les top 5 du. Oui, bien sûr que c'est toi qui me pique le monnaie, c'est toi qui me pique mes top 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est quoi ton mot, toi? David Smith. Mon mot c'est ça. Ouah, quel mot? Ça s'écrit comment? Tata. D'accord. Alors, le mec, on lui demande d'épeler un mot, il dit tata quand même, hein, donc on doit pas avoir le même alphabet. Hein. Melvin. Chacun ses problèmes de français. les outros de l'infini comme d'habitude. Toujours.
Bon bah, du coup vous avez pas de mot de la fin? Bah, moi, je dis David Artemis. David Artemis. Ouais. Tata, Vive le hein, monde. Tata, je pense que c'est bien. Tata, allez, Tata. Un gros bisou à toutes les tatas du monde. Bah, t'as Bah. pas fini, mon pauvre. Moi je vais, pour continuer sur les jobbers comme on avait commencé il y a quelques semaines, je vais faire Salmon Crew. Non. Chaque podcast, je vais nommer un jobber. C'est ma résolution 2016. Avec D'accord. 6 mois de retard. Au podcast 526, tu vas être mal, hein, tu vas commencer à sécher un peu. Ouais mais non, Non, on peut ouais. gratter dans la Golden Era. Hein. Moi, à cette époque-là, Jeff Hardy sera un jumper. Donc voilà, c'est tout pour le podcast numéro 25. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine. Pour, encore plus de conneries avec Melvin, Louis, Axel. Et puis... Bon allez, Abana. Ciao. Ciao. Ciao.